Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour débuter l'étude du mariage de Figaro, pièce que nous étudions dans le cadre de l'objet d'étude La Comédie du Valet. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'exposition de la pièce afin de se poser la question de la spécificité du texte de théâtre. Nous reviendrons sur cet extrait ultérieurement pour en faire la lecture linéaire. Voici le texte qui nous intéresse. J'en fais rapidement la lecture. Figaro, 19 pieds sur 26. Suzanne. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Figaro lui prend les mains, sans comparaison ma charmante. Ah, que ce joli bouquet virginal est levé sur la tête d'une belle fillette doux le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Suzanne se retire. Que mesures-tu donc là, mon fils? Figaro. Je regarde ma petite Suzanne si ce beau lit que monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Suzanne. Dans cette chambre? Figaro. Il nous la cède. Suzanne. Et moi je n'en veux point. Figaro. Pourquoi? Suzanne. Je n'en veux point. Figaro. Mais encore. Suzanne. Elle me déplaît. Figaro. On dit une raison. Suzanne. Si je n'en veux pas dire. Figaro. Oh, quand elles sont sûres de nous! Suzanne. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Figaro. Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, qui tient au milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, crac, en trois sauts, me voilà rendu. Suzanne. Fort bien. Et quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions. Zeste, en deux pas, il est à ma porte et crac, en trois sauts. Voilà pour la lecture du texte. Alors, quelques faits en passant extrêmement rapidement, puisqu'on reviendra sur cet extrait plus tard. Vous remarquez qu'il s'agit d'une scène d'exposition. Elle remplit son rôle. On a la présentation des personnages, les deux valets qui sont sur scène, le maître et la maîtresse dont il est question. On a une présentation des lieux en particulier, une chambre dans un château, et la didascalie initiale nous dit que ce château est dans les environs de Séville. On a une présentation du problème, un mariage entre Figaro et Suzanne qui est menacé par les pensées lubriques du comte à l'égard de Suzanne, puisque le comte a décidé de mettre la jeune servante dans son lit avant qu'elle n'épouse Figaro. Et enfin, on a une présentation du genre de la pièce. Tout de suite, le lecteur, le spectateur savent qu'ils sont face à une comédie, tout d'abord parce qu'on a en scène des gens du peuple, et ensuite parce que le comique commence à poindre, notamment avec les onomatopées, zeste, crac, etc. Deuxième remarque, c'est que quand même, cette scène d'exposition, elle s'écarte un petit peu de ce qu'on peut attendre d'une comédie au XVIIIe. Tout d'abord parce qu'on annonce la présence d'un comte et d'une comtesse. Ce sont des nobles, des aristocrates, et ils ne devraient pas normalement figurer dans une comédie. À l'époque, la comédie, c'est le genre bas du théâtre, dans lequel on représente des bourgeois, des valets, bref, des roturiers. Et au contraire, la tragédie, qui est le genre noble, qui s'empare de problèmes importants, graves, sérieux, met en scène des aristocrates. Ici, Beaumarchais mélange ces deux genres en quelque sorte. Et deuxième chose un peu étonnante, c'est que Figaro comme Suzanne font preuve d'un esprit un peu surprenant. Quand Figaro fait une déclaration amoureuse à Suzanne et qu'il parle notamment du joli bouquet virginal élevé sur la tête, etc., quand Suzanne fait référence aux serviteurs, ils font tous deux des emprunts à la fine amour. La fine amour, vous vous souvenez, on en a parlé quand on a étudié les portraits de femmes en peinture, et c'est cet amour idéalisé du Moyen-Âge. Or, si les valets font référence à la fine amour, c'est donc qu'ils ont des lettres, qu'ils sont cultivés, ce qui est un peu surprenant pour des valets du XVIIIe. Dernière chose, on a une scène qui va avoir un questionnement politique ou social, puisqu'elle met en scène un conflit entre maître et valet. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à deux mises en scène et se poser la question de ce que ces mises en scène nous disent du texte de théâtre. Le texte de théâtre, vous le savez déjà, il est fait pour être lu et pour être vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le dramaturge rédige sa pièce, il a déjà en tête la représentation.
et que donc le texte de théâtre contient finalement en germe la représentation qui va naître. Alors ça pose une question, ça pose la question de la liberté du metteur en scène. Si tout est écrit, si tout est prévu, que peut faire le metteur en scène sinon respecter ce qu'on lui dit de faire? Donc je vous propose 2 extraits qui vont tous les 2 respecter à la lettre ou presque le texte et qui vont pourtant proposer 2 spectacles fort différents. La première mise en scène, c'est celle de Jacques Renner. Je vous laisse la regarder et je reviens à vous ensuite. « 19 pieds sur 26. Viens, Figaro. Voilà mon petit chapeau. Trouves-tu mieux ainsi? Oh, sans comparaison, ma charmante. Ah, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille, et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu dans là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accordé que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Bah, tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des 2 appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es à sa porte. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien. Et quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en 2 pas, il est à ma porte et craque en 3 sauts. Voilà pour cette première mise en scène. Je vous propose quelques remarques pour l'analyser. Tout d'abord, il ne vous aura pas échappé qu'on est dans une scène qui est très vide et que les décors veulent faire vrai. Il y a une intention réaliste. Hein. On est dans une chambre à demi meublée. On sait qu'on va y mettre un lit bientôt. Les costumes méritent attention. Ils sont blancs pour l'homme comme pour la femme. Donc le blanc dans nos sociétés, c'est un symbole très fort. C'est le symbole de la pureté, de la virginité, d'où la robe de mariée en blanc. Et on peut imaginer que si le metteur en scène choisit des costumes blancs, c'est pour mettre en scène, pour mettre en valeur l'objet du conflit, c'est-à-dire l'hymen, la virginité de Suzanne. On peut remarquer que le corps de Suzanne est très mis en valeur par le costume qu'elle porte. On peut remarquer également que le comédien qui joue Figaro a une gouaille très populaire, il parle comme un homme du peuple, et que ce choix du metteur en scène est sans doute lié à une volonté de souligner la portée politique et sociale de l'œuvre, c'est-à-dire de mettre en scène un homme du peuple qui va représenter tous les hommes du peuple face à la tyrannie d'un grand qui a autorité sur lui. On peut remarquer aussi que c'est une mise en valeur dans cette scène de la grivoiserie. Les 2 acteurs se touchent, se tournent autour, ils sont très tactiles. Je vous épargne, parce qu'elle ne vous aura pas échappé, la symbolique du bâton que brandit Figaro face à sa future épouse. Et enfin, on peut remarquer qu'on est dans un univers léger. C'est pas un univers angoissant que crée le metteur en scène ici. Les comédiens rient, pardon. Le rire l'emporte sur l'angoisse. Je vous propose une deuxième mise en scène, fort différente. La mise en scène de Christopher Rauque. Je vais là aussi vous laisser l'écouter. Elle est un petit peu plus longue parce que il y a quelque chose après le passage qui nous intéresse qu'il ne faut pas manquer. « 19 pieds sur 26. Tiens,
Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, est doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Mais que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire, Oh, quand elles sont sûres de nous. prouver que j'ai raison serait d'accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon Dieu! Il y a, mon ami, que là, de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant le son. Basile! Voilà pour ce court extrait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement? Tout d'abord, on peut en dire que on a un décor ici, pardon, qui est beaucoup plus abstrait et moderne que dans la mise en scène précédente. Ici, il n'y a pas du tout de respect de la didascalie initiale. Quand la pièce commence, on est sur une scène vide dont on ne peut pas savoir de quel lieu il s'agit. On le comprend aux paroles des personnages. Donc, pourquoi ce choix? Sans doute parce que Christopher Rock, entend davantage mettre l'accent sur le fait que la pièce est atemporelle, c'est-à-dire que le message qu'elle véhicule est valable dans tous les siècles. Deuxième remarque, c'est les costumes, qui n'ont plus rien à voir avec des costumes réalistes. Là, on a des costumes très modernes. Et je vous invite en particulier à vous intéresser à la robe rouge que porte Suzanne. On n'est pas du tout dans un symbole de virginité ou de pureté, on est au contraire dans un symbole de désir physique. Cela dit, ce désir physique, qui est mis en valeur par le rouge, il est contredit par la comédienne qui incarne Suzanne et qui a des allures très enfantines, très juvéniles. Donc, peut-être qu'il s'agit pour Christopher Rock, en choisissant une comédienne qui peut avoir des allures très enfantines et en la revêtant d'une robe rouge, c'est une façon de souligner la violence des désirs du conte, qui projette son désir sur une jeune femme qui ne veut pas et qui, de plus, est une très jeune femme. Autre remarque, c'est une scène qui est plus angoissante. Vous voyez qu'ici, les acteurs ne rient pas. Les comédiens, ne rient pas. Il n'y a pas de scène très enjouée. C'est une scène qui est plus angoissante, qui prend plus au sérieux la gravité de la situation et de la menace qui pèse sur Suzanne, qui, je vous le rappelle, est menacée par le comte et ce qu'on appellerait aujourd'hui un viol par autorité. Vous avez remarqué aussi qu'il y a des choses un peu surprenantes dans la mise en scène, notamment l'arrivée de Figaro qui arrive de la salle. Alors au théâtre, il y a une règle qui veut que la salle et la scène ne communiquent pas. On considère que les comédiens ne voient pas les spectateurs et qu'ils ne s'adressent pas à eux. On considère qu'il y a un 4e mur entre la salle et la scène, les 3 autres murs étant ceux du décor. Or ici, le metteur en scène fait le choix de rompre ce 4e mur en faisant passer un personnage de la salle à la scène. Alors, il y a sans doute 2 raisons à ça. D'abord, quand on fait le choix de faire passer un personnage par la salle, c'est une façon d'indiquer aux spectateurs qui sont dans la salle
qu'il y a des liens entre lui et le personnage, que donc ce qui est mis en scène le regarde, le touche. Ensuite, sans doute, est-ce que c'est une façon pour Christopher Rook aussi de souligner le caractère révolutionnaire de la pièce de Beaumarchais, mais son caractère révolutionnaire au niveau théâtral. On verra dans notre étude que Beaumarchais va révolutionner le théâtre avec le mariage de Figaro, et c'est sans doute cela que veut mettre en scène Christopher Rook. Et il le fait également dans la fin de l'extrait que je vous ai sélectionné, lorsqu'il ouvre le décor sur une arrière-scène dans laquelle se trouvent tous les personnages, comme des espèces d'automates, dans une attitude soit figée, soit en mouvement, mais un mouvement qui ne rentre pas en relation avec le public. Et ce faisant, il montre aussi que la scène d'exposition, l'exposition, c'est un artifice de présentation des faits. C'est-à-dire que c'est un moment où le dramaturge doit dire des choses à son spectateur, à son lecteur, et que pour cela, il use de trucs pour rendre la chose un peu plus naturelle. Qu'est-ce qu'on retient de cette séance? On retient que le théâtre, il est fait pour être joué et pour être lu, qu'il contient en germe la représentation, et que néanmoins, le metteur en scène a une liberté qui est celle de mettre en avant tel ou tel aspect de l'œuvre. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc, je ne dis pas de bêtises, mercredi à 9h devant le blog pour problématiser la séquence. Bonne journée!